Madame, Monsieur, bonjour. Heureux de vous accueillir dans ce 26e numéro de LSA Direct. L'émission d'actualité du soir d'Algérie reçoit un invité qu'elle a déjà reçu. Nous nous étions promis de nous revoir dès que l'actualité l'imposait. Et l'actualité du médicament l'impose. Sur ce plateau, avec nous en direct, le ministre de l'Industrie pharmaceutique. Lotfi Ben Ahmed, bonjour. Bonjour. Alors, le 28 juin dernier, je le rappelle, nous vous recevions ici même, à cette place, et vous nous révéliez que dans vos tiroirs, à votre arrivée, vous aviez trouvé plus de 200 dossiers en souffrance d'agrément. Et là, depuis quelques jours, vous avez procédé au déblocage de cette situation. Plus de 300 dossiers, si je ne m'abuse, ont finalement reçu ce fameux sésame, cet agrément. Vos tiroirs sont-ils vides pour autant ? Non, non, parce que nous avons libéré effectivement près de 320 produits à l'enregistrement pour la production locale. Donc 320 nouveaux produits qui augmenteront la nomenclature des produits pharmaceutiques disponibles en Algérie, en sachant qu'un produit, lorsqu'il est fabriqué localement, on assure sa disponibilité au-delà de la valeur ajoutée créée pour la croissance du pays, les emplois et la richesse et éventuellement l'exportation, on en reparlera. Mais nous avons aussi 400 autres produits, parce qu'il y avait 700 produits en tout, qui demandaient de passer à travers un certain nombre par un process réglementaire que nous venons de mettre en place. Je rappelle que justement, l'Agence nationale des produits pharmaceutiques, dont on a beaucoup parlé, qui existait depuis 2008, n'avait pas le cadre réglementaire requis pour pouvoir justement prendre en charge ces missions. Et c'est ce que nous avons fait. En sens de régulation. En sens de la régulation, de l'enregistrement, de l'homologation, de la définition du prix. Donc il y a un certain nombre de décrets exécutifs que nous avons présentés, qui ont été adoptés et qui ont été publiés au journal officiel, qui permettent enfin, 12 ans après, c'est-à-dire de 2008 à 2020, en quelques mois, nous avons pu donc régler et mettre en place ce cadre réglementaire. Et désormais, l'agence, à travers les différentes commissions, les comités d'experts, commission d'enregistrement, commission d'homologation pour les dispositifs, les équipements, pourra prendre largement ses prérogatives et être justement le cœur de cette politique pharmaceutique qui permettra de développer une production nationale à la fois de qualité et orientée vers des produits essentiels à forte valeur ajoutée. Et dans vos tiroirs qui décidément me fascinent, vous l'aurez sûrement remarqué au passage, y a-t-il trace de ces producteurs, certains producteurs de médicaments, qui traficotent sur les intrants médicamenteux, la matière première importée qui sert à fabriquer donc les médocs, sous quelque forme que ce soit d'ailleurs, par exemple des fois en la laissant dormir en stock ou en la revendant? Oui, alors après avoir présenté notre plan d'action au Conseil des ministres le 12 juillet, nous avons d'abord commencé par mettre en place justement la législation et la réglementation nécessaires pour prendre nos prérogatives. Donc il y a eu une loi ordonnance qui est passée que j'ai présentée devant l'Assemblée nationale et le Sénat, qui a mis en place justement nos prérogatives par rapport à l'agence et par rapport aux activités et aux produits pharmaceutiques. Puis dès début octobre, nous avons eu nos attributions en termes de régulation. Et là, suite à un conseil interministériel, nous avons mis en place ce qu'on appelle l'attestation de régulation. C'est-à-dire pour chaque opération engagée à l'importation, qu'il s'agisse d'un produit fini ou d'un intrant, comme vous l'évoquiez dans votre question, mon ministère délivre une attestation de régulation que l'opérateur doit présenter à la banque pour faire une opération d'importation. Et là, on s'y attendait un peu. Nous avons eu... En fait, vous avez anticipé sur ma question suivante qui était quels sont ces moyens dont vous disposez qui vous permettent d'avoir la traçabilité de cette matière première? Ce moyen-là, par exemple, nous permettait déjà en termes de prix, parce qu'il faut savoir qu'avant cette attestation, il n'y avait aucune vérification qui était faite sur le prix des intrants. Et là, nous avons vu que... C'était au tout venant. C'était au tout venant, c'était pas demandé. Et nous avions, par exemple, une matière première qui, pour un opérateur, pouvait être à $80 le kilo, pour le second, $140, et pour le troisième, $17 600 le kilo. Donc près de 200 fois le prix du premier opérateur. Il s'agit exactement de la même matière première. Et c'était souvent des
des opérateurs, vous imaginez, étrangers qui, dans notre pays, faisaient d'une surfacturation structurée qui leur permettait quelque part d'avoir un investissement qui était rentable sans produire, ni vendre, des produits qui pouvaient périmer. Bon, ça c'était pour des intrants de la production nationale, mais même sur l'importation, nous avons trouvé aussi des surfacturations avec des sociétés qui se facturaient elles-mêmes pour des dispositifs, pour des équipements. Nous avons constaté que des produits qui étaient en rupture depuis le mois de janvier n'avaient pas été importés jusqu'au mois d'octobre, simplement parce que ces opérateurs-là considéraient que c'était des produits qu'ils gardaient en fin d'année pour faire des accélérations marketing par rapport à leur laboratoire ou leur vente. Donc des considérations qui étaient très très loin de l'intérêt de la santé publique et encore moins de ceux de l'intérêt du pays. Alors plus crûment, dans cette traque aux fraudeurs, avez-vous eu les coups des franches? On sait l'univers du médicament impitoyable. Les coups des franches, oui, parce que justement, nous avons pu agir à travers cette attestation de régulation. Mais notre mission, c'est pas simplement traquer les fraudeurs. Traquer les fraudeurs, ça nous permet quelque part de remettre en place une échelle de valeur juste qui fait que l'investisseur, la personne qui travaille, la personne qui produit dans notre pays, soit elle-même récompensée. Qu'on ne soit pas dans un système où la valeur c'est volé, c'est détourné, c'est surfacturé. Il est évident que ce n'est pas votre mission première. Voilà, la richesse doit être créée. Mais en mettant en place cet outil de régulation, effectivement, ça a servi à trois choses, cet outil de régulation. Un, protéger la production nationale, parce qu'il était indispensable qu'on arrête d'importer des produits fabriqués localement qui parfois périmaient ou étaient bloqués à l'enregistrement. Deuxièmement, lutter contre les surfacturations. On a cité des exemples. Avec des marges, avec des écarts. Des écarts, je veux dire que le bon entendement ne pourrait pas admettre. Et troisièmement, c'était aussi éviter les surstocks. Nous avions bizarrement des produits où il y avait 12 mois ou 15 mois de stock, qui forcément vont périmer, et c'est souvent des produits chers. Et pour le même laboratoire, on constate que les produits dits onéreux sont disponibles et à profusion, même parfois périment, alors que les produits beaucoup moins chers, bon, en fait, quand il n'y a pas de marge, les méféhonches, comme on dit. Oui, en termes populaires. Voilà, comme par hasard, on a des ruptures récurrentes. Et si nous constatons, nous mettons en place l'éventail des ruptures qu'il y a eu ces dernières années, nous constaterons on déduira très facilement que ce sont ces produits qui souvent manquent le plus. Et c'est pour cela que nous corrélons maintenant, nous avons une approche qui est prospective et qui est engageante pour le laboratoire, que ces produits soient disponibles. Je reste un petit moment, si vous le permettez, sur cette question de la traçabilité. Lors de votre premier passage chez nous, vous aviez insisté sur l'importance d'un de vos chantiers et visiblement, il vous tenait à cœur celui-là, celui de l'étiquetage, plus précisément ces étiquettes, on va dire étiquettes intelligentes que vous comptiez généraliser. Où vous en êtes aujourd'hui? Alors on est dans la première étape, celle de la numérisation. D'abord, c'est numériser, c'est avoir l'ensemble des datas qui nous permettent de savoir exactement quels sont, d'abord on a numérisé les stocks. C'est-à-dire qu'est-ce qui existe au niveau des importateurs et des producteurs en termes de stock. Puis nous numérisons les programmes d'importation. Mais avant, les dispositions que nous avons mises en place, on ne demandait aux importateurs que les quantités qu'ils allaient importer, par exemple, pour l'année 2020, mais sans en préciser les délais et les dates de livraison. Là, nous avons introduit, c'est-à-dire il est stipulé dans le programme d'importation de cette année qu'ils doivent absolument nous donner un agenda de livraison précis, prévisionnel, et tout cela est numérisé. Et entre ce programme d'importation et ce programme de production que nous consolidons justement de manière informatique, nous pouvons d'ores et déjà avoir une visibilité sur les éventuelles ruptures que nous pourrons vivre, anticiper et faire les corrections nécessaires en termes de programme de production ou de programme d'importation déjà en amont. Et enfin, effectivement, comme c'est une disposition qui a été mise en place en Europe qui est très récente, en 2019, que nous voulons mettre en place en Algérie, c'est celle de GS1 ou Data Matrix, c'est-à-dire la sérialisation, c'est-à-dire un numéro d'immatriculation par boîte, voilà, tout à fait, de manière profane, d'immatriculation par boîte qui sera imposée, c'est dans les bonnes pratiques de fabrication, parce qu'il faudra que
nos unités de production s'équipent de ces produits-là. Nous commencerons bien sûr par les produits dits à problème, psychotropes, stupéfiants, dont la traçabilité a une double importance, pas simplement en termes de protection de santé publique, mais même pour la lutte contre les divers trafics. C'est bien d'être dans la modernisation, on va y rester encore un instant. Il y a cette question de l'informatisation, avec notamment l'idée d'un portail web qui permettrait aux opérateurs d'échanger avec l'autorité, avec vous. Où ça en est exactement aujourd'hui? Je précise au passage que ce genre de portail existe ailleurs, il est même opérationnel chez des voisins, en Tunisie et au Maroc. Tout à fait, et c'était un modèle qui nous avait été proposé à l'époque par l'OMS en 2017, qui n'avait jamais été mis en place, parce que bon, ça avait une numérisation, qui dit numérisation, moi j'aime bien poser des questions, pourquoi il n'a pas été mis en place? Il n'a pas été mis en place parce que, qui dit numérisation, dit transparence dans les décisions. Et ça gêne. Et ça dérange forcément, ça dérange parce du coup on ne peut pas favoriser l'un par rapport à l'autre, du coup il y a une transparence sur les prix, il y a une transparence sur les délais. Hein, et ça met une pression aussi sur les décideurs et sur les personnes qui ont en charge la gestion de ces dossiers-là. Pour notre part, nous travaillons avec l'École nationale d'informatique, sur lequel nous avons des ingénieurs, des professeurs et des futurs ingénieurs de très haut niveau qui nous épatent. Et nous avons organisé notre ministère et notre organigramme au lieu d'une direction de l'informatique qui existait avant, à travers 6 directions. Bon, 2 administratives, mais 4 techniques. Une sur la régulation, une sur la veille stratégique et la pharmacoéconomie. On pourra en revenir dessus, parce que c'est très important. La 3e sur le développement industriel, c'est notre vocation. Les essais cliniques, la recherche et développement, donc c'est fondamental aussi, et l'export. Et la 4e qui est dédiée à la numérisation. Il n'y a pas un document qui sort de notre ministère sans passer par la direction de la numérisation, pour être numérisé. Et aujourd'hui, avec l'École nationale d'informatique, on travaille sur ce portail qui va nous permettre, justement, qui permettra, déjà pour les futurs programmes d'importation, d'être l'interface entre les opérateurs et le ministère de l'Industrie pharmaceutique et l'agence. L'objectif, c'est qu'en fin 2021, voilà, je voulais fin savoir. 2021. L'objectif, c'est qu'en fin 2021, nous arriverons, et on se donnera rendez-vous, à 0 papier. Tout dématérialisé. Il ne faut plus qu'on ait un seul document. Que toutes les procédures, parce que vous savez, la numérisation... C'est votre collègue de l'environnement qui va être heureuse. Tout à fait. Parce que la numérisation, c'est pas simplement avoir un portail, ou des listes, ou une page Facebook. La numérisation, c'est la dématérialisation. C'est de pouvoir, justement, votre procédure, la suivre à travers ce portail-là et pouvoir accéder aux documents. Je vous donne un exemple. Dans la simplification administrative, rappelez-vous, je vous ai parlé de ce fameux bordereau de versement qui était kafkaïen, pour lequel les opérateurs mettaient 12 à 18 mois pour l'obtenir. Nous avons simplifié la procédure, ils l'ont en 24 heures, maximum 48 heures. Si bien que l'agence en a beaucoup et est obligée d'appeler les opérateurs pour dire venez les récupérer. Parce que c'est eux qui... Donc c'est l'effet inverse. Vous avez l'effet inverse. Voilà. Donc il y a des procédures. Nous allons on a beaucoup parlé de simplification administrative au niveau gouvernemental. Et l'idée, c'est de faire comme dans beaucoup de pays, plutôt anglo-saxons d'ailleurs, où le contrôle est plutôt a posteriori qu'a priori. Mais le contrôle, avec la numérisation, est beaucoup plus simple aussi et permet d'identifier les erreurs ou les fraudes et de les sanctionner. Il y a une flexibilité. Il ne s'agit pas de tout contrôler pour éviter la fraude, de multiplier les procédures administratives et les étapes de contrôle, et pour une simple attestation ou agrément, mettre des semaines ou des mois. Je note donc dématérialisation de tout ce qui est documentation, et puis rendez-vous dans une année pour le site web... Pas pour le site web, pour zéro papier. Zéro papier, le site web, pour le site web? Oui, on a déjà une page Facebook et un site web qui est en construction. En tant que portail d'accès. Voilà, portail d'accès, je pense fin janvier, il sera totalement opérationnel. C'est noté. L'euro flambe, le dinar plonge. À peu près 24, pas exactement, mais 24% de pertes en une année. Du coup, ça pénalise le producteur local qui n'a pas le droit, lui, d'ajuster ses prix pour amortir la baisse de la valeur du dinar. Contrairement aux médocs importés qui voient les importateurs recalculer le PPA, le fameux prix public, à chaque opération d'importation, l'indexant sur le taux de change du moment. Est-ce qu'il n'y a pas là une forme d'injustice pour le producteur local?
Il y a plus qu'une injustice, il y a un risque. Il y a un risque de rendre cette industrie pharmaceutique, je veux dire, déficitaire, et il n'y aura pas de cohérence économique. Vous savez, notre objectif, c'est que dans la politique pharmaceutique que nous mettons en place, c'est qu'il y ait à la fois une cohérence réglementaire, mais aussi, que nous avons fait à travers l'agence et tous les textes dont on a parlé, mais aussi une cohérence économique. Et cette cohérence économique, elle passe par la création de valeur ajoutée. Si vous êtes structurellement déficitaire, vous ne pouvez pas créer de valeur ajoutée. Nous avons de nombreux produits aujourd'hui qui ne sont plus fabriqués localement, parfois même par les opérateurs locaux nous ont confirmé qu'ils avaient laissé tomber certains produits. Ils avaient laissé tomber parce que les prix datés de 10-15 ans n'avaient pas été revalorisés, les matières premières avaient très largement augmenté et elles devraient être révisées. Le comité de prix que nous avons remis en place avec de nouvelles prérogatives à travers le dernier décret et l'arrêté qui devrait, je veux dire, qui a été rédigé, qui sera mis en place la semaine prochaine. Le futur comité économique devrait se réunir avec les nouvelles règles à partir de... On m'a parlé d'un nouveau cahier des charges à l'importation, c'est ça? Alors, il y a différents comités qui existent justement pour encadrer l'enregistrement d'un produit pharmaceutique ou renouveler sa décision d'enregistrement. Dans le cadre d'une dévaluation importante, où un producteur local pourrait justement être dans une situation où sa production n'est plus rentable. Il peut demander à ce comité économique la revalorisation de son prix. Et c'est prévu dans la nouvelle réglementation alors que ça ne l'était pas avant. Et ce qui nous mettait dans cette situation paradoxale où l'importation systématiquement se voyait réévaluée et la production pas du tout. Alors nous allons mettre en place des instruments pour que systématiquement les producteurs puissent avoir leur prix réévalué quand la demande est justifiée. Parce que nous calculons comment les produits? Nous calculons les prix des produits par rapport à des benchmarks, c'est-à-dire des comparateurs régionaux ou des comparateurs un peu plus globaux d'un certain nombre de pays. Le benchmark, on le fait à la baisse, c'est-à-dire si les produits sont pas chers ailleurs, ça devrait baisser chez nous. Mais si les produits augmentent parce que les matières premières ont augmenté, parce qu'il n'y a pas que la dévaluation. Vous savez, il y a des produits, par exemple, qui étaient fabriqués, on l'a vu avec la Covid, beaucoup de matières premières étaient fabriquées en Chine ou en Inde. Il se trouve que dans ces pays-là, pour des raisons techniques ou politiques, il peut y avoir une matière première dont le prix est multiplié par 10. Sans qu'il y ait d'évaluation, mécaniquement, la production devient déficitaire. Donc il faut faire des ajustements. Et c'est pour cela que le benchmark, c'est-à-dire la comparaison des prix que nous faisons à la baisse pour baisser les prix, nous le ferons aussi à la hausse quand nous avons un prix qui est incongru par rapport au marché international ou par rapport au coût de production. Donc nous mettons en place des instruments, non seulement ceux de l'augmentation et de la baisse, mais aussi, et c'est une nouveauté, et ça c'est très important, à l'image de ce qui s'est fait au ministère de l'Industrie, nous avons introduit maintenant le taux d'intégration de la production nationale. Il s'agira, lors du renouvellement des décisions d'enregistrement, de prouver justement que vous avez le meilleur taux d'intégration. Parce que vous pouvez avoir deux produits au même prix, l'un qui nous coûte 1 euro en intrant, et l'autre qui va nous coûter 4 euros en intrant. Et pourtant, ils ont le même prix public. Donc, ce n'est pas le prix final intéresse certainement la sécurité sociale qui va rembourser. Ça ne change rien pour elle. Mais pour l'économie du pays, ça a un impact réel. Celui qui a 4 euros nous coûte 4 fois plus cher en ressources en devises et crée moins de valeur ajoutée. Donc, avec ce taux d'intégration, où il y aura aussi une comparaison de taux d'intégration entre les producteurs locaux, nous permettra d'aller vers plus de valeur ajoutée et donc plus de recherche et développement. Bon, comme c'est une émission interactive et que nous avons reçu beaucoup d'appels et beaucoup de communications d'opérateurs locaux ici, ce cahier des charges, ou on l'appellera comme ça, qui leur permettra désormais de réactualiser par rapport au taux de change, il sera effectif, opérationnel à partir de quand? La semaine prochaine. Bon. C'est noté là, donc ils l'entendent, ils le reçoivent à partir de la semaine prochaine. De sa convalescence, le président Tebboune a instruit le Premier ministre d'entamer la campagne de vaccination anti-Covid-19 dès ce mois de janvier. Alors, vous allez peut-être combler une lacune chez moi en répondant à cette question. Qui, chez nous, décide de quel vaccin acheter? Alors, c'est le comité scientifique qui fait une shortlist et qui a un certain nombre de contacts avec un certain nombre de laboratoires. Pour notre part, au niveau du ministère de l'Industrie pharmaceutique, en tant que ministre, je fais partie de ce comité scientifique déjà, donc, et de la task force aussi, qui a été créée, j'allais vous en parler. Qui a été créée par Monsieur le Premier ministre, effectivement, et on a deux task forces, une sur le choix du vaccin et l'autre sur la logistique.
Parce il y a certains types de vaccins on va y venir avec les frigos. Tout à fait. Donc, il y a une liste de vaccins et nous choisirons les vaccins en fonction de leur disponibilité et de l'actualisation scientifique. On parle d'un certain nombre de vaccins, mais il y en a très peu qui sont encore réellement autorisés ou utilisés. Moi, j'étais un peu perdu. Nous avons l'instruction de Monsieur le Président de la République que le vaccin soit disponible dès le mois de janvier. Donc, nous sommes en contact avec je ne donnerai pas forcément de nom exact, mais nous sommes en contact avec un certain nombre de laboratoires ou de pays qui sont des pays qui nous sont proches, qui ont ce vaccin, qui ont cette technologie, qui pourront l'avoir pour janvier, parce qu'il y a d'autres vaccins qui ne seront, enregistrés qu'en février, mars, avril. Vous savez, il y a plus de 200 ou 300 vaccins en développement. Hein. Mais il n'y en a que quelques-uns qui sont arrivés, il y a un volet pour notre part, à travers l'Agence nationale des produits pharmaceutiques. J'allais vous dire, quelle est la place de l'agence dans ce dispositif? C'est l'enregistrement. Et nous avons travaillé d'arrache-pied ces 2 derniers mois, et encore ces derniers jours, pour mettre en place une législation qui permettra justement, comme dans les pays les plus développés, un enregistrement rapide du futur vaccin. Et pour cela, il a fallu mettre en place une coopération interagences avec ce qu'on appelle les agences strictes, les agences les plus renommées au niveau mondial. Nous avons fait beaucoup de vidéoconférences avec beaucoup de scientifiques à travers le monde, de laboratoires, pour préparer cet enregistrement. Et pour que le jour où on choisira ce vaccin, que l'opération qui, quelques semaines, va se faire, l'agence sera au rendez-vous justement, parce qu'elle aura déjà tous les éléments techniques pour pouvoir l'enregistrer, puisque le travail aura été déjà préalablement fait par ces experts. Vous avez comblé ma lacune. Donc, si je fais les comptes, on a le ministère de la Santé, le ministère de l'Industrie pharmaceutique, l'Agence du médicament, le comité scientifique, l'Agence de sécurité sanitaire, les 2 task force, tout ça réuni autour de c'est tout le gouvernement. Vous savez, Jarrad a réuni, le Premier ministre a réuni donc autour de cette question suite aux instructions. Vous savez, le monde entier souffre, et notre pays, à l'image, à l'instar de tout ce qui se passe dans le monde, souffre de cette pandémie, et la vaccination est l'issue. Et l'issue, la Covid coûte entre 350 et 500 milliards d'euros par mois à l'économie mondiale. L'impact est colossal. Elle coûte combien à l'Algérie? Vous avez une estimation? On n'a pas une estimation réelle. J'en ai pas. Il faudrait demander à mon collègue du ministère des Finances. Il faudrait qu'on le fasse. Ça se fera. Je ne l'ai pas en tête. Mais ce que je peux vous dire, c'est que l'impact est réel. Il a été déjà sur nos revenus, puisque les prix du pétrole ont beaucoup baissé cette année. Il y a une reprise, bien heureusement, mais légère. Un frémissement. Légère. Donc plus que jamais, nous devons compter sur nos propres forces, sur la création de valeur ajoutée dans notre pays, sur la production nationale. Et c'est dans ce sens-là que ces nouveaux ministères, comme à l'instar du ministère de l'Industrie pharmaceutique, ont été créés. C'est pour redynamiser l'économie nationale. Et aujourd'hui, nous sommes en fin d'année, après quelques mois d'exercice. Le bilan est là. Le plan d'action que nous avons présenté et réalisé sur ces objectifs de fin d'année. Et la machine est en marche. Et nous invitons l'ensemble, et ça se fait avec l'ensemble des acteurs de la chaîne du médicament. Oui. Nous sommes à la fois, sereins, déterminés et mobilisés on va quand même pour pouvoir justement travailler sur ces sujets-là. Eh bien, on reste justement sur cette sérénité face à cette pandémie, parce qu'il faut en avoir. Et je précise ma question. Ces vaccins, il leur faudra des conditions de stockage appropriés pour certains, par exemple comme le Pfizer-BioNTech, des congélos à grande capacité de froid. L'industrie pharmaceutique dispose-t-elle de ce matériel et avez-vous été sollicité? Alors sur le plan logistique, on faisait partie des 2, forcément par notre vocation, entre l'agence et l'aspect distribution-importation, nous faisons partie des 2 task force. Pour la logistique, l'ensemble des opérateurs pharmaceutiques et distributeurs ont mis à disposition leur réseau. Mais ce que je peux dire que très sincèrement, déjà dans le cadre d'un vaccin classique, c'est quelque chose qui est géré de manière non ARN, c'est-à-dire ceux entre 2 et 8 degrés. C'est quelque chose qui est géré régulièrement. Il nous est arrivé en Algérie pour la rougeole de vacciner plusieurs millions d'enfants en 1 ou 2 semaines ou en quelques semaines. Donc c'est quelque chose qui est totalement maîtrisé. L'Algérie et en Afrique et dans la région, une des pionnières dans les plans de vaccination.
On a beaucoup de centres de proximité. Ça, le ministère de la Santé, à travers justement Les ces réseaux, attributions, pour le vaccin classique, les réseaux existent. sont gérés, moi, à travers le comité Mais scientifique. pour les autres, J'ai eu à avoir toutes les présentations et tout le travail qui a été fait par la prévention, le ministère de la Santé, etc. Les choses tout est prêt. Ça a toujours existé et bon, ça sera remobilisé forcément. Pour les autres vaccins, à moins 80. À moins 80, s'il devait y avoir un choix qui allait vers ces vaccins-là, on mettrait en place la logistique nécessaire par rapport à cela. Et ce que je peux dire, c'est que techniquement, sans anticiper un choix quelconque, techniquement, s'il y avait eu ce type de choix, il y a un accompagnement qui est fait. Et j'ai vu ce qui se faisait dans d'autres pays. C'est facilement transposable dans nos pays. Mais très sincèrement, les vaccins entre 2 et 8 degrés vont constitueront la grande majorité de l'arsenal immunologique et vaccinal qui sera proposé au monde. Mon métier, c'est d'être curieux et on reste encore sur les vaccins. Les labos ont affiché les prix, ou du moins on a dit que ça avait fuité quelque part, notamment en Belgique, là où Pfizer est fortement implanté. Alors, je vous l'ai fait, mais vous les connaissez mieux que moi, brièvement. AstraZeneca, 1,78 €, Johnson & Johnson, 8,50 $, Sanofi, 7,56 €, Pfizer-BioNTech, 12 €, Cureva, 10 € et Moderna, 18 $. Rien à filtrer sur le vaccin russe et sur le vaccin chinois pour l'instant. Est-ce que c'est une pratique, là vraiment je m'adresse aux praticiens et à celui qui a le médicament, j'allais dire presque dans le sang. Est-ce que c'est une pratique habituelle comme ça que les prix des vaccins fuitent de manière à devenir carrément public? Oui, ça le devient de plus en plus avec les réseaux sociaux, les médias d'information continue, beaucoup cherchent à faire le buzz. Ces chiffres-là qui sont annoncés sont pour la plupart presque faux, je veux dire, d'après les informations que nous avons, dans l'échelle des valeurs, l'échelle des prix. D'abord, il faut savoir que les laboratoires ont des politiques de prix qui sont différentes selon les pays. Un produit qui peut être à 6 $ chez nous peut être à 18 $ aux États-Unis. Pourquoi? Parce que dans ces pays-là, il y a un sens de l'assurance, du fait qu'ils peuvent être poursuivis, qu'ils engagent. Par exemple, aux États-Unis, les produits pharmaceutiques sont 2,5 fois ou 3 fois plus chers qu'en Europe et beaucoup plus chers encore et 4 ou 5 fois plus chers que chez nous. Donc, ce sont des approches qui sont complètement différentes. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a des enjeux économiques. Il y a des enjeux économiques qui sont très importants pour le monde à travers cette vaccination et pour ces laboratoires-là. Alors, c'est des enjeux à la fois économiques, des enjeux aussi de prestige et des enjeux aussi géostratégiques. Parce que c'est la puissance des pays qui s'affirme à travers ces vaccins-là. Alors, dans les vaccins que vous avez cités, il y a des vaccins qui ont abouti, d'autres qui ne vont pas aboutir du tout. On sait que celui de Sanofi est remis complètement en cause et ils vont sur une autre piste. Donc, au fur et à mesure de l'avancée de la science, l'offre vaccinale changera. La vaccination va commencer en janvier, mais se fera tout au long de l'année. Certainement. Je vais vous titiller. Moi, j'adore. Allez-y, je vous en prie. Voilà. Vous avez dit dans une réponse précédente, nous sommes en phase avancée de contact avec ces pays qui pourraient. Et vous avez dit des pays proches. Est-ce que mon esprit qui vagabonde irait plus donc vers des pays qui nous sont qui sont amis traditionnellement, comme la Russie ou la Chine pour ce genre de vaccin? Beaucoup plus que vers de grands labos. Les contacts actuels, ils existent. Moi, je peux dire qu'on a des contacts avec tout le monde. On a des contacts avec tout le monde, très sincèrement. Alors, il y a des laboratoires qui sont déjà représentés en Algérie, sur lesquels on a des contacts continus. Et il y a d'autres qui ne sont pas représentés, où c'est les représentations diplomatiques, ou les pays, ou les laboratoires à travers des vidéoconférences que nous organisons ensemble. L'annonce des vaccins sera faite. Parce que là, c'est janvier. Sera faite dans les délais qu'il faudra, par les personnes qui pas faite ici. Elle ne sera pas faite ici. J'en suis pas le vecteur d'information, voilà, de préparation, d'enregistrement, de négociation peut-être de prix. On aura tenté le coup. Voilà. Bon, ceci pour les vaccins importés et pour la prochaine campagne de vaccination. Bon, en attendant, il faut gérer la pandémie ici. Le 20 novembre dernier, vous déclariez « L'Algérie va se lancer dans 2 ou 3 semaines dans la production de réactifs PCR ». Où en est-on un mois après? La production a commencé.
de réactifs PCR et d'antigéniques. Oui, oui, elle est effective. Et alors ça répondait à un double défi. Le premier défi, c'était celui de la disponibilité. Vous savez, en temps de pandémie, il y a un certain nombre de produits sur lesquels il pouvait y avoir une tension internationale. Et il n'était pas forcément évident de s'approvisionner, quels que soient vos moyens financiers. Rappelez-vous, le début de la pandémie, ou même les moyens de protection, nous devions solliciter des pays amis, notre valeureuse armée nationale. Des pays occidentaux ont eu le même problème en approvisionnement de masques. Bien sûr, tout à fait, tout à fait. Or, bien heureusement, nous avions d'autres produits que nous fabriquions localement et sur lesquels nous avons pu, grâce à cela, assurer ce qu'on appelle notre souveraineté sanitaire. Je parle des gels hydroalcooliques dont nous n'avons pas manqué, alors que beaucoup d'autres pays en ont manqué. Je parle de l'hydroxychloroquine à un moment donné, des antibiotiques, de toute une série de produits pharmaceutiques, de produits aussi antiseptiques et de moyens de protection au fur et à mesure, parce qu'aujourd'hui nous sommes totalement sur les masques. Aujourd'hui nous sommes passés de 4 ou 5 producteurs, petits producteurs, à une vingtaine de producteurs solides, très solides, qui font à la fois du masque chirurgical et du KN95, c'est-à-dire même du FFP2. Pour les tests, il y avait aussi le défi test. Le défi test, c'est passé par l'importation, passer par la disponibilité des produits importés. Et ainsi, on a vu, à travers la mise en place de l'attestation de régulation depuis octobre, les produits qui étaient à 28 $ descendre dans les contrats étatiques que nous avions pour la PCH, à travers la Supasseur plutôt, que nous avions importé à un moment de Chine à 12 $, c'est des contrats importants. Et là, nous avons pu les faire descendre avec les attestations de régulation et la négociation et la disponibilité entre 5 et 7 $. Et avec la production locale, ils devraient descendre en dessous de 3 $, autour de 2 $ et demi. C'est dire que c'est fondamentalement important de produire, parce que non seulement localement, non seulement ça là, on est en plein dans votre secteur. Oui, non seulement ça assure la disponibilité continue des produits, mais aussi ça permet de créer de la valeur ajoutée et ça permet non seulement c'est-à-dire de la valeur ajoutée, créer de la richesse pour notre pays et d'être un levier de croissance, mais aussi ça améliore l'accessibilité. Ainsi, maintenant, les tests PCR seront certainement moins chers dans les laboratoires d'analyse. Un certain nombre d'initiatives ont été prises, ont été relayées. Le ministère de la Santé a relancé encore des choses dont on avait commencé, parce que nous sommes en amont. Nous sommes en amont, c'est-à-dire que nous avons les prix des réactifs. À un moment donné, on voyait, on a les mêmes, alors que même réglementairement, vous savez, les marges sur les médicaments sont réglementées. Mais sur les dispositifs, elles ne le sont pas. Mais nous sommes rapprochés des plus gros importateurs de dispositifs en leur disant, écoutez, vous prenez des marges raisonnables. Nous sommes dans un temps particulier. Il faut que nos laboratoires d'analyse puissent faire ces analyses-là avec un prix qui soit accessible. Les rendre plus accessibles. Je parle des privés, parce que pour le public, la médecine reste gratuite et accessible. D'accord. Donc on notera que la production de réactifs PCR, comme promise, a été lancée. Nous avons relevé le défi des moyens de protection. Nous avons relevé les défis du médicament dès le début, de l'hydroxychloroquine. Je rappelle que la matière première, on l'avait ramenée d'Inde alors que c'était fermé avec la police des affaires étrangères, etc. Et nous avons enfin le dernier défi, celui des tests, est relevé. Il y a un autre défi. Oui. On vous doit la mutualisation des productions d'oxygène hospitalière entre 3 gros producteurs. Je la fais large. Il y a les producteurs locaux. Je parle des opérateurs locaux. Il y a Liнгаз, Air Liquide et Calgaz. Vous avez réussi à mutualiser ces 3 producteurs. Les pénuries d'oxygène dans les hôpitaux, c'est définitivement derrière nous? Oui, théoriquement, avec les capacités de production qui existent en Algérie, et nous continuons à travailler sur cette mutualisation, parce que vous savez, faire entendre ensemble des sociétés qui ne sont pas des sociétés publiques, qui sont des sociétés privées, qui ont donné, ont tout fait pour essayer d'être... Bon, il n'y a plus que 3, maintenant on en a 6, on en a 3 autres qui sont venus sur le marché, et on en a encore 2 autres qui sont en processus d'être agréés ou homologués. Et cette mutualisation, elle a été très utile parce qu'elle a pu permettre à un moment donné que des capacités de production qui n'étaient pas utilisées, parce que vous savez, l'oxygène était vendu aux hôpitaux à travers des marchés qui étaient annuels. Donc les nouveaux intervenants qui étaient venus sur le marché, ils n'avaient pas accès à ces marchés. Alors ils avaient fait des dons pendant longtemps, mais après à un moment donné, leur capacité de production restait non utilisée. Par contre, ceux qui avaient accès à ces marchés-là, Liнгaz qui avait 95% du marché,
n'avaient plus les capacités de production pour répondre à la demande. Donc, si vous voulez, ils sont devenus sous-traitants et vendaient leur oxygène, mettaient à disposition. Pas simplement oxygène, mais aussi, il y a aussi les moyens de transport. Ça, il faut livrer cet oxygène. Et puis, une fois que l'oxygène arrive à l'hôpital, il faut que le système de l'hôpital, de stockage, soit aux normes. Il faut que la tuyauterie qui arrive jusqu'au lit fonctionne bien. La mise en conformité. Et voilà, il y a tout un travail à faire avec les gaziers que nous avons anticipé et qui se fera certainement avec les hôpitaux, où le gaz ne devrait pas être vendu simplement par citerne, d'une citerne d'un camion à une citerne d'un hôpital, mais d'être vendu jusqu'au lit du malade. C'est ce qui se fait dans les autres pays avec des systèmes informatiques, justement, où on n'attend pas que la cuve soit vide pour appeler le camion qui va mettre peut-être 300 km, qui est à 300 km pour venir du centre de production de gaz avec pour une venir urgence, à l'hôpital. Avec une urgence voilà, avec une urgence vitale derrière. Donc il y a un défi organisationnel et logistique qui a été relevé, bien heureusement, mais qui devra être consolidé par des mesures structurelles pour que demain, si nous devions vivre une autre vague ou une autre pandémie, nous serions à même de répondre à cette urgence vitale qu'est l'oxygène médical pour l'hôpital. Je le rappelle, peut-être de manière obsessionnelle, mais je le rappelle quand même, c'est une émission qui est en direct et donc les questions des internautes, des téléspectatrices et téléspectateurs nous parviennent régulièrement. Bon, il est peut-être tôt, celle-là je suis en train de la voir, il est peut-être tôt pour la poser, mais je la pose quand même, les internautes sont rois. Avez-vous une idée des contours de la campagne de vaccination? On se fera vacciner en milieu hospitalier exclusivement, en officine ou avec une sorte de mixte des deux, officine, hôpitaux? Ça appartient au ministère de la Santé et à la direction de la prévention, mais a priori, ça serait en milieu hospitalier. Vous savez, l'Algérie a un maillage même très important. Hors ARN. Oui, non, c'était. Ils ne demandent pas. Vous savez, à part le vaccin antigrippal, tous les vaccins se font dans les secteurs sanitaires. Tous les vaccins. Il n'y a que le vaccin antigrippal qui était un vaccin qui était mixte. Peut-être qu'il faudra changer les choses au fur et à mesure. Mais vu la densité de secteurs sanitaires, d'établissements de proximité, etc., je pense que ça devrait répondre. Puis vous savez. C'est un nouveau vaccin, il faut un environnement médical, il faut répondre peut-être à des réactions. L'individu, vous savez, on est tous, on n'est pas semblables en termes physiologiques. Donc il y a tout un accompagnement qui sera fait, et un contrôle des stocks, une traçabilité. Oui, ailleurs nous parviennent des échos. Vous savez, non, en plus on est la plupart des plans vaccinaux sont sur 2 vaccins. Donc il va falloir faire un premier et un deuxième. Et un rappel. Donc il faut être enregistré, il faut avoir une carte. Il y a tout un système qui se mettra en place et qui répondra à cette exigence. Je disais qu'à l'étranger, déjà parviennent des échos, on entend ici et là des soucis de sécurité, même des convois de vaccins et de la procédure, de la nécessité de sécuriser, parce qu'il y aura de gros risques autour de cette denrée un peu miraculeuse. Oui, complètement. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des difficultés à ce sujet-là. Il peut y avoir aussi des comportements de gens qui vous diront ce vaccin n'est pas bon. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que l'histoire a démontré que la plupart des grandes pathologies que vivait l'humanité ont pu être prises en charge à travers la vaccination. Moi, quand j'étais jeune, et les gens de notre génération le savent tous, on avait tous dans nos classes des poliomyélites. Des gens qui avaient la polio, on en avait 1 ou 2 qui avaient été atteints par cette pathologie. Aujourd'hui, nos enfants ne connaissent pas cette pathologie, parce qu'elle a été éradiquée grâce à la vaccination. Après, toute médication, il y a une balance bénéfice-risque. Mais lorsque le bénéfice est beaucoup plus important que le risque, et vous savez, quand vous prenez un comprimé simplement parce que vous avez mal à la tête, il y a une balance bénéfice-risque. Ce produit-là peut agir favorablement pour la douleur, mais défavorablement pour un certain nombre d'organes. C'est donc acté, on s'achemine vers des centres de vaccination en milieu hospitalier, c'est ce qui est le plus important. Je pense, oui, ce serait le plus logique et le plus... On arrive à la fin de notre émission et cette dernière question. On vous a confié un lourd chantier avec une grosse contrainte.
relancer l'industrie pharmaceutique en pleine crise sanitaire et surtout avec un pays quasiment à l'arrêt économiquement, avec un électrocardiogramme plat. On s'en sort comment aux commandes d'un tel engin? J'allais presque rajouter, c'est pas un cadeau qu'on vous a fait. Écoutez, au contraire, comme je vous disais tout à l'heure, on est serein et mobilisé. Mobilisé avec mais dans un contexte particulier. Je vous inviterai à venir à notre ministère. L'ensemble de mon organigramme, ce sont des jeunes universitaires qui ne comptent ni leurs jours ni leurs heures. Et nous avons aussi un tissu d'internes, de jeunes pharmaciens qui sont venus nous aider spontanément pour prendre en charge, par exemple, l'attestation de régulation. Et c'est cet engouement, cette volonté de bien faire, de construire cette nouvelle Algérie qui nous mène. Et nous sommes, à travers ce nouveau ministère, dont nous avons tracé tous les contours, à la fois législatifs, lois et règlements. Maintenant, nous régulons de mieux en mieux les activités. C'est ce message d'espoir que me transmet, c'est cette volonté, cette vista, cette énergie qu'ont ces jeunes-là, et qu'on a vu quand on voyait le Hirak. On avait deux types de comportements. On a les aigris, les machins, et on avait ceux qui nettoyaient, qui construisaient, qui embellissaient. Ceux qui créaient. Et c'est ceux-là qui vont construire cette nouvelle Algérie. Et c'est cette dynamique qu'on veut, on veut en être le réceptacle. Et sincèrement, les résultats que nous avons à travers l'enregistrement des nouveaux produits pharmaceutiques, l'ensemble, vous savez, dans notre plan d'action, nous devions aller, on n'en a pas parlé, sur l'oncologie et l'insuline. Nous l'avions largement abordé lors de notre premier rendez-vous. Nous avons des perspectives en 2021 qui deviennent très concrètes. Réellement très concrète, et c'est un marché d'1 milliard d'euros. Lotfi Ben Mohamed, vous me relancez sur un sujet. Vous vous souvenez du coup de gueule lors de notre premier entretien, du coup de gueule du professeur Bouzid sur l'absence, et c'est de votre faute, c'est vous qui remettez le sujet sur le tapis. Donc allons-y. Il s'était inquiété très fortement, à juste titre, de l'absence de plusieurs médicaments qui entrent dans les protocoles de soins en oncologie. La situation à ce niveau-là a évolué par rapport à notre dernière rencontre du 28 juin? Oui, en termes d'enregistrement, parce que nous on est en termes d'enregistrement, parce que la PCH, elle est gérée, la liste commerciale est gérée par le ministère de la Santé. Mais au-delà de ça, dans notre organigramme, vous l'avez bien vu, on a mis en place une direction qui est liée à la pharmacoéconomie. La pharmacoéconomie, c'est de pouvoir évaluer l'innovation en fonction de l'intérêt économique qu'il y a pour le pays et de l'intérêt thérapeutique. C'est une science qui existe à travers le monde, que nous vulgarisons chez nous et que nous institutionnalisons, et qui va nous permettre justement de pouvoir intégrer l'innovation. Lorsque la politique que nous menons, elle ne se fait pas au détriment de la disponibilité des produits pharmaceutiques ou de la prise en charge du malade. Bien au contraire. Toutes ces économies qui existent, que nous ferons, que nous réaliserons sur la surfacturation, sur les produits trop chers qui étaient amenés par la PCH, notamment dans l'oncologie, à travers les enregistrements là, qui sont en cours, nous allons gagner au moins 30% sur cette facture de la PCH. Et ces 200 millions d'euros qui seront gagnés seront autant de budgets qui pourront être mis justement à profit à la mise en place de ces nouvelles thérapies. Mais ces nouvelles thérapies, elles passeront certainement par des phases 4, c'est-à-dire où nos praticiens, déjà en termes d'essais cliniques, observationnels, pourront utiliser et manipuler ces produits-là. Et on pourra réellement voir, faire la part des choses, parce que tous les laboratoires, vous savez, ils viennent, ils disent on a le meilleur produit, vous allez gagner en année de vie et vous allez gagner économiquement. Bon, après, il faut le prouver. Ils sont dans leur rôle. Ils sont dans leur rôle. À nous d'être dans le nôtre, d'être suffisamment compétents, justement, pour pouvoir évaluer ces produits-là et les mettre à disposition de l'objectif de notre ministère, c'est à la fois le développement économique, mais à travers, parce que nous sommes issus de la loi sanitaire, notre ministère est ancré, nos prérogatives sont ancrées dans la loi sanitaire à travers la protection de la santé publique. Écoutez, c'est sur cette note que nous terminons cette émission. Lotfi Ben Mohamed, merci. Merci d'avoir accepté notre invitation et merci aussi d'avoir bien voulu revenir dans LSA Direct pour un nouveau point sur le médicament. Un rendez-vous, comme je le signalais en début d'émission, imposé par l'actualité de la pandémie et l'arrivée donc attendue chez nous des fameux vaccins contre la Covid-19. Je rappelle que vous êtes ministre de l'Industrie pharmaceutique. Je vais vous laisser un rituel que vous connaissez maintenant, celui du livre d'or de l'émission.
Amis téléspectatrices, amis téléspectateurs, merci pour votre fidélité. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous de LSA Direct, l'émission d'actualité du soir d'Algérie. Et bien évidemment, je vous le rappelle à chaque fois, mais je vous le répéterai sans cesse, si vous venez avec les gestes barrières et les mesures de distanciation sociale et physique.